Bien, allez, nous allons commencer la réunion. Cela fera arriver les retardataires ou ceux qui ont des problèmes de métro. Merci à toutes et tous d'être parmi nous ce soir et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, je prends la place temporairement de Pascal Boniface, qui est sollicité par une émission, mais qui va arriver en cours de route. Donc, je vais ouvrir le bal et puis il interviendra quand il arrivera. Donc, nous avons aujourd'hui décidé de consacrer cette conférence débat aux conséquences stratégiques de la dénonciation par les États-Unis de l'accord iranien. Et on va essayer ce soir de remettre ces décisions de Trump en perspective. En effet, lorsque Donald Trump a été élu, nous sommes nombreux, sûrement parmi vous aussi, à avoir émis des craintes sur le cours que pouvait prendre la politique extérieure des États-Unis. Et depuis lors, on peut dire que ces craintes n'ont pas été déçues. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que depuis quelques semaines, il y a une sorte d'accélération des décisions intempestives de M. Trump. Alors, pour mémoire, il a commencé par la dénonciation de la COP21, du moins il a retiré les États-Unis de cet accord international qui avait été négocié à Paris. Puis, il a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem au mépris du droit international. Puis, il y a eu l'épisode sur ce qu'on a appelé, est-ce que le terme est véritablement propre, des guerres commerciales ? Mais Sylvie nous en parlera savamment. Et puis, donc plus récemment, la décision sur l'Iran et la dénonciation de l'accord nucléaire. Alors, cette dernière décision, de mon point de vue, est probablement la plus emblématique, mais aussi la plus problématique. Non seulement parce que l'Iran, objectivement, c'est un enjeu central des relations internationales depuis maintenant quelques décennies, en gros depuis 1979 et depuis la révolution islamique. Deuxièmement, et je saute là allègrement quelques années, vous me le pardonnerez, parce que l'accord du 14 juillet 2015 sur la question nucléaire avait été le produit d'années de négociations et que celle-ci avait été âpre. On se souvient de quelques épisodes, notamment au sein desquels la France et notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Fabius, avait fait preuve de beaucoup d'exigences et avait failli faire capoter l'ensemble. Mais finalement, nous sommes arrivés à cet accord et que cet accord, moi j'avais considéré avec bien d'autres que c'était une des seules bonnes nouvelles au Moyen-Orient de ces dernières années, puisque nous étions arrivés à un accord diplomatique, donc un succès diplomatique, avec la totalité des membres du Conseil de sécurité. Donc ce n'était pas seulement un accord qui concernait les puissances occidentales, et ce à quoi s'ajoutait l'Allemagne, d'où l'expression fameuse du 5+1. Donc, dernière chose, évidemment, cette région au sein de laquelle se trouve l'Iran, c'est probablement une des plaques sismiques des relations internationales, et cela sans mauvais jeu de mots de ma part. Alors, les conséquences, bien évidemment, de cette dénonciation de l'accord par les États-Unis, elles sont multiples. Tout d'abord, et je vais très très vite, au niveau régional, bien évidemment, puisqu'on peut considérer qu'il y a, à partir de cette décision, un accroissement des tensions, que les tensions évidemment existaient, qu'elles étaient préexistantes, mais la décision unilatérale de Donald Trump, alors avec quelques États de la région, on y reviendra, évidemment, va accroître ces tensions. Et puis, justement, les États qui, de mon point de vue, sont facteurs d'instabilité régionale, je pense tout particulièrement à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Israël, se trouvent en quelque sorte confortés par cette décision. Et puis, toujours au niveau régional, je pense que là aussi, et il faut y réfléchir ensemble, il y a une sorte de recomposition géopolitique à l'œuvre, non seulement au sein de la péninsule arabique, mais aussi du Golfe d'une façon plus générale, et se pose la question des rapports avec l'État d'Israël, qui ne se pose plus de la même façon aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. En tout cas, le tropisme ou le cours pro-israélien d'un certain nombre de monarchies arabes est maintenant public. Ce n'est pas tout à fait nouveau que les liens se multiplient ou s'accroissent avec l'État d'Israël, mais c'est plus nouveau qu'ils soient désormais publics et assumés. Au niveau international, bien évidemment, je pense aussi que cette décision est un nouveau facteur de désordre, puisque le principe même de régulation des relations internationales, voire même du droit international, est remis en cause. En effet, que vaut un accord âprement négocié s'il peut être déchiré en quelques secondes
par un seul homme ou par un seul pays. Donc on est là dans une situation où probablement il va y avoir une réorganisation des relations internationales, mais pas dans un sens qui nous convient. Et en réalité, si on veut résumer par une formule, alors comme toute formule, c'est évidemment très restrictif, on se trouve devant l'enjeu du multilatéralisme contre l'unilatéralisme. Et c'est bien ça qui est très compliqué et très préoccupant pour les mois et les années qui viennent. Enfin, et dernière chose, on peut considérer, là aussi, je pense que nous sommes d'accord, que les relations internationales, surtout dans des régions compliquées, difficiles, se jouent sur la durée et que le travail diplomatique ne peut pas se régler à coups de tweets frénétiques et que là aussi, c'est une marque de fabrique de la nouvelle administration Trump et de son chef qui, évidemment, aiguise toutes les contradictions de la région. Alors, c'est sur ces affaires, sur ces questions, sur ces enjeux, sur ces défis que nous allons ce soir débattre. Mais avant de passer la parole à cette auguste assistance, je passerai successivement la parole à Christophe Ayad, journaliste bien connu du Monde, grand quotidien du soir, comme on dit, qui nous fera sûrement, enfin, qui va nous présenter un peu un point de situation plus global des conséquences de ces décisions de M. Trump. Je passerai ensuite la parole à Sylvie Matelli, qui est directrice adjointe de l'IRIS et qui nous entretiendra plus spécifiquement des enjeux économiques, car ils sont évidemment nombreux. Et enfin, pour terminer, Olivier Dallage, qui est rédacteur en chef à RFI et qui, lui, resserrera le focus en se préoccupant plus des incidences que ces décisions peuvent avoir sur les relations régionales, et tout particulièrement dans le Golfe. Voilà donc le menu de ce soir. Et je passe la parole, comme on dit, sans plus attendre, à Christophe. Merci. Donc on est là ce soir pour essayer de tirer quelques conclusions provisoires de ce retrait américain de l'accord du 14 juillet 2015. Bon, c'est d'autant plus pas évident que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle pour le faire, mais elles s'exprimeront plus tard et auront l'occasion de contester ce premier bilan provisoire et sûrement appelé à évoluer. Parce que je pense, première chose, c'est qu'on rentre dans une histoire longue, mais qui va connaître des coups d'accélérateur extrêmement brutaux à des échéances que l'on connaît et d'autres que l'on ne connaît pas. Celles que l'on connaît, ce sont des dates, la fin de la période où les Américains vont pouvoir remettre en œuvre leurs sanctions, 180 jours, je crois. Enfin, on est en mois d'octobre, mais dès cet été, dès juillet, des sanctions dures, cela a été annoncé et cela fait aucun doute, seront appliquées à l'Iran, les plus dures jamais appliquées, comme l'a dit Donald Trump. On a vu les effets dévastateurs de ces sanctions au début des années 2010, sur la période 2010-2013. L'Iran s'apprête à vivre des heures extrêmement difficiles. Donc, je vais essayer de tirer un bilan en termes de gagnants et de perdants. C'est quand même le plus simple. Le premier perdant, c'est évidemment l'Iran. Le pays s'apprête à connaître des sanctions extrêmement dures qui vont probablement toucher les transports, l'industrie manufacturière, l'énergie. Donc toutes les sanctions qui étaient déjà... il y a déjà des sanctions qui ont empêché que l'Iran cueille les fruits de la levée des sanctions 2015 liées à l'accord nucléaire. Mais celles qui vont s'ajouter seront les anciennes qui étaient déjà là en 2015, qui touchaient le pétrole notamment, l'industrie pétrolière, le transport pétrolier. Ça a une incidence énorme, probablement, et probablement d'autres sanctions encore. Et le Trésor américain ne manque pas d'imagination là-dessus. Moi, je considère que l'accord est déjà mort. C'est-à-dire que tous les acteurs font comme si il l'était déjà, malgré des discours qui annoncent que on fera tout pour le maintenir, on le maintiendra en vie, on va le respecter, etc. Je ne vois pas comment les puissances européennes, notamment, qui sont décisives dans l'équilibre de cet accord, pourraient supporter
les sanctions indirectes et extraterritoriales, enfin comment leur société pourrait supporter les conséquences des sanctions extraterritoriales américaines qui vont s'appliquer. On le voit déjà, Total a déjà dit qu'il était prêt à se retirer en faveur d'une société chinoise de ses investissements en Iran. Peugeot commence déjà à démonter et partir aux grandes dames des Iraniens. Il faut réaliser que Peugeot, c'est, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quasiment un tiers des emplois de l'industrie automobile. C'est absolument énorme dans un pays comme l'Iran qui comptait s'équiper massivement après des années de disette, enfin de vaches maigres. Donc le coup est très très dur et les grandes entreprises européennes ont déjà pris ou sont en train de prendre leurs dispositions pour ne pas tomber sous le coup de sanctions américaines dans 3 mois. Et éviter de se voir geler certains de leurs avoirs ou poursuivis et condamnés à des amendes extrêmement lourdes, comme on a pu le voir dans des cas passés, notamment le cas de la BNP. Donc, l'idée que les Européens puissent sauver cet accord ne me paraît pas raisonnable. Il faudrait en plus que se noue une sorte d'alliance extrêmement forte entre des acteurs très disparates, économiquement, politiquement, que sont les 3 Européens, France, Royaume-Uni, Allemagne, et la Chine et la Russie. C'est encore plus improbable pour des raisons économiques évidentes, d'intégration économique, mais aussi pour des raisons stratégiques et politiques évidentes. On ne va pas faire des cadeaux à Poutine alors qu'on est en train de se bagarrer sur l'avenir des frontières de l'Europe avec le même Poutine. Donc le coup américain, il est extrêmement dur, il va porter en Iran, et la question c'est qu'est-ce qui va rester aux Iraniens pour répondre. Subir des sanctions, ce pays sait faire, et il a déjà vécu sous sanctions. Sa population en subit les effets. C'est pas un embargo du type Irak des années 90, début 2000, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des sanctions qui tuent les gens, mais ce sont des sanctions qui laissent un pays sans avenir, sans emploi, alors que le régime est faible. Et on peut déduire de cette stratégie, de ce choix américain, de ce choix américain, on peut déduire une stratégie qui est clairement une stratégie de déstabilisation d'un régime qui est perçu comme faible sur ses bases sociales, contesté, comme ça a été le cas, par les manifestations de la toute fin de l'année 2017, début 2018, dans laquelle un certain nombre de cercles néoconservateurs américains ont voulu voir la preuve que le fruit était mûr et que la société était prête à se soulever. Quel effet ont des sanctions sur une société comme la société iranienne? C'est extrêmement compliqué à discerner. Il y a un effet évident, on l'a vu notamment en 2013 par l'élection de Hassan Rouhani. Seulement, le problème, c'est que donc un assouplissement dans une position de négociation beaucoup plus compréhensive, enfin une volonté réelle de négocier, ce que Rouhani avait amené, même si l'ouverture de négociations secrètes existait déjà et remontait à Ahmadinejad entre les États-Unis et le régime iranien durant l'année 2012. Mais le véritable coup d'accélérateur, c'est l'arrivée de Rouhani. Seulement, l'expérience Rouhani a déjà eu lieu. Donc là, la répéter n'a pas de sens pour les Iraniens. Je ne crois pas, et je pense que Rouhani est la principale victime. Aujourd'hui, son camp, son option politique, celle de la négociation en sauvant et de l'ouverture pour pouvoir sauver le régime, risque de ne pas, enfin, est démenti par les faits. C'est-à-dire, déjà, il n'a pas cueilli les fruits de la croissance, mais là, il aura probablement les fruits des sanctions. Et le jeu politique iranien va s'orienter vers le fait de lui faire porter le chapeau. Tu as voulu pactiser avec ces gens-là, c'est bien la preuve qu'ils sont pas fiables. En plus, il est dans un second mandat, ce qui est toujours... Les seconds mandats se sont toujours très mal passés pour les présidents iraniens, enfin en tout cas les 3 derniers, Khatami, Ahmadinejad et probablement Rouhani, ils ont toujours fini en charpie.
Pourquoi? Parce que derrière, il y a des luttes de pouvoir. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qu'en plus, le pari de Rouhani est probablement, à plus long terme, de remplacer le guide. Alors, dans cette bagarre qui a un rôle essentiel pour l'avenir du régime, Rouhani, d'un coup, sa position s'est beaucoup affaiblie face à des gens qui sont sur des positions plus dures, des gens qu'on résume par les conservateurs et qu'on incarne en général en désignant les gardiens de la Révolution. C'est un ensemble qui est très difficile à définir. Il y a des gens ici qui connaissent bien mieux que moi. Mais dans l'option est plutôt on vit avec les sanctions, on résiste, on avance, notamment en option au Moyen-Orient, parce que c'est un gage de négociation. On aura des choses à échanger, donc il ne faut pas faiblir, il ne faut pas se replier. Et là-dedans, je pense que Rouhani va faire les frais, mais pas seulement les modérés, les religieux risquent de faire les frais, parce que la colère de la société, moi ce que j'observe, c'est que cette colère de la société qui n'arrive pas à s'éteindre contre globalement ce qu'on appelle en anglais le mismanagement, quoi. Enfin, la mauvaise gestion d'un régime qui n'a pas franchement répondu aux demandes de sa population et qui n'a pas développé le pays autant que le souhaiteraient les Iraniens. Eh bien, cette colère, par effet d'un jeu politique, mais aussi parce qu'ils incarnent le plus ce régime, se retourne de plus en plus contre les religieux. Et donc, probablement, contre le système du guide suprême. En revanche, les militaires, ceux qui incarnent une forme de nationalisme, les fameux gardiens, peuvent peut-être s'en sortir de cette épreuve, parce qu'ils incarneront une forme de résistance à une volonté de soumettre l'Iran, dont je ne crois pas que les Iraniens la souhaitent. C'est-à-dire que les Iraniens peuvent peut-être faire la même analyse que Donald Trump de la nature ou de l'inefficacité de ce régime. Ils ne partageront jamais sa volonté de le renverser au moment où lui le voudra, et en réponse à des sanctions. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à imaginer. Donc, premier perdant, l'Iran. Deuxième perdant, les Européens. Parce que, alors je vais faire plus court, parce que le temps passe. Et comme je vous ai dit, il y a des accélérations brutales. Il y aura des accélérations brutales dans cette crise. Les Européens, pourquoi? Parce qu'ils, alliés des Américains, ils se sont retrouvés lâchés par un peu leur chef de file dans cette histoire. Et pour défendre l'accord dont ils disent qu'ils veulent continuer à le mettre en vigueur, ils doivent pactiser avec Moscou et Pékin. Bon, c'est pas l'ambiance du moment. Notamment avec la Russie. Lâcher aussi sur les principes qu'ils défendent. C'est-à-dire que le camp occidental, qui jusqu'à présent, de moins en moins, mais jusqu'à présent continue à défendre l'idée non pas seulement du multilatéralisme, mais plutôt de règles, et non pas seulement d'un choc de puissance comme la Chine et la Russie peuvent le souhaiter d'un point de vue économique ou militaire. Eh bien, ce monde qui se réfère à ces règles est affaibli par le chef de file même de ce monde-là, comme déjà en 2003, lorsque les États-Unis violent la Charte des Nations Unies, enfin, violent le principe d'une intervention légale en décidant d'intervenir en Irak, d'envahir l'Irak sans l'accord des Nations Unies et malgré l'annonce d'un veto français. Donc, on est un peu dans une sorte de second 2003 pour moi, où ce qu'on a appelé l'Occident et qui a beaucoup dicté les règles du jeu post-1945, c'est tirer une terrible balle dans le pied. Ne parlons pas du sommet du G7, mais c'est des choses qui avancent en parallèle et qui ont un écho les unes sur les autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. Là où les Européens se sont aussi affaiblis, c'est en défendant un accord et tout en disant qu'il n'était pas bon et qu'il fallait en négocier, non pas le renégocier, mais en négocier un tas de codicilles. Je ne dis pas que cette critique n'était pas valable. Les spécialistes du dossier pointaient ces failles dans l'accord, le sunset,
mais disait, bon, on a 15 ans, pour 10 ans, voire 15, pour trouver des solutions pour après. Pointer la faille sur le balistique. Mais le problème, c'est que si on avait mis le balistique sur la table, on ne serait jamais arrivé à un accord en 2015. Donc, bon, bah, c'était mieux d'avoir la moitié de l'arme atomique gelée. Et puis, comment empêcher les Iraniens de travailler sur le vecteur? Bah, il y a toute une guerre secrète qui se mène avec l'Iran aussi sur les pièces détachées, sur les ingénieurs qui mystérieusement décèdent les uns après les autres, etc. Donc ça, il comptait un peu là-dessus. Bon, et donc d'avoir défendu cet accord tout en disant bah, il n'était pas bon pour Amadou et Trump, ils se sont un peu discrédités quand même dans cette histoire. Les gagnants, bah, la Russie indirectement, même si disons que ça la met au centre du jeu. Je ne suis pas sûr qu'elle en profite personnellement, je ne suis pas sûr qu'elle ait très envie que l'accord soit maintenu. Elle y perdrait un peu parce qu'elle avait des contrats nucléaires civils en prévision, mais bon, c'était pas essentiel. C'est surtout que ça la remet au centre du jeu et elle apparaît comme une puissance plutôt raisonnable, passive pour l'instant. Elle n'a pas pris position elle a pris position en disant que l'accord devait être maintenu, mais elle n'a pas fait grand-chose pour. Et la Chine, qui l'avait déjà prouvé entre 2010 et 2013, a une grosse capacité à tirer profit commercialement, notamment sur le marché pétrolier, de l'affaiblissement de l'Iran en lui imposant des conditions de troc extrêmement dures, et tout en continuant à discuter avec les Saoudiens, ce que font les Russes d'ailleurs. Les Russes entretiennent des bonnes relations, non pas une alliance, mais des bonnes relations avec les Iraniens, mais aussi avec les Saoudiens. Parmi les gagnants, il y a un acteur dont on parle moins, mais qui n'est pas partie prenante de l'accord, mais quasiment prépondérant dans toute cette affaire, c'est Israël, qui a clairement milité pour l'annulation de l'accord. Alors la question, c'est dans quel but? Est-ce que c'est dans un but d'ouvrir une sorte de zone grise pour laisser l'Iran dans une incertitude stratégique qui lui sera pénible et qui fait que le pays sera sur la défensive? Est-ce que c'est dans le but de forcer l'Iran à ce qui va probablement arriver? L'Iran n'aura bientôt plus que comme pour se créer une marge de manœuvre que comme choix de enrichir à nouveau. Et là, profitant de ce qui serait analysé, perçu, proclamé comme une provocation, détruire pour les 10 années, 15 années, 20 années à venir les installations qu'on peut détruire, et affaiblir au passage le pays en détruisant une partie de ses installations pétrolières aussi. C'est un choix possible, mais il pose la question des représailles, c'est-à-dire on imagine mal l'Iran laisser atteindre à sa souveraineté, son intégrité territoriale sans rétorquer, et comment et où? Eh bien, il y a des moyens, et notamment, dans ce cas, on rentre dans une dimension totalement régionale qu'abordera sûrement Olivier Dallage, avec le rôle du Hezbollah libanais, qui serait un bras armé particulièrement essentiel dans une éventuelle riposte de l'Iran à une attaque israélienne. Et puis, troisième solution, enfin, possibilité dans le calcul israélien, le changement de régime. Mais pour moi, je continue à le dire, je pense que le changement de régime en Iran, mené par l'intérieur, par les Iraniens, conduira à un régime, certes, non pas laïque, mais on va dire mené par des non-religieux, mais qui sera beaucoup plus agressif et beaucoup plus militarisé. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'Iran, sachant que tous ces militaires ont été quand même socialisés sous la République islamique dans le rejet d'Israël violent. Et puis le dernier, mais c'est un gros point d'interrogation, c'est la question des pays du Golfe. Il y a une convergence évidente d'intérêts avec Israël et les États-Unis dans cette histoire. On voit bien qu'ils profitent du fait que l'Iran soit pressé, cornérisé, comme on dit, mis dans un coin. Mais est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'à une alliance, et non pas seulement une convergence d'intérêts avec Israël, par exemple, qui possède la force militaire nécessaire à une éventuelle affrontement militaire avec l'Iran, ce que n'ont pas les pays du Golfe? Ils l'ont en matériel, mais pas forcément en expertise. Il y a un pas qui me paraît pas si facile à franchir. Oui, MBS passe son temps à dire tout le bien qu'il pense d'Israël, mais entre dire du bien et coordonner des chefs d'état-major des escadrilles militaires, c'est autre chose. Voilà.
Donc c'était quelques pistes de réflexion. Bien, merci infiniment. Elles sont riches, multiples, nombreuses et vont sûrement susciter pas mal de réactions. Alors, sans plus attendre, Sylvie, les enjeux économiques. Merci Didier. Alors les enjeux économiques, moi je vais passer de l'autre côté, côté États-Unis peut-être, et parler de la position que vont finalement adopter les États-Unis par rapport aux sanctions, parce que très clairement, la politique de sanctions des États-Unis est à la discrétion du président des États-Unis qui peut faire tout ce qu'il veut, les appliquer comme ne pas les appliquer. J'y reviens dans un instant. Alors, si on a évoqué la question de la guerre commerciale, c'est pas le sujet, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais si vous pensiez que ces questions de guerre commerciale ou cette question sur l'Iran, avec quelque enjeu économique que ce soit pour les États-Unis, alors là, vous vous trompiez complètement. L'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Même le déficit commercial, on peut considérer que c'est le point noir finalement de cette économie. Ça a été bien identifié par le président américain qui ne cesse de répéter qu'il veut réduire ce déficit de 200 milliards. Mais très clairement, le meilleur moyen pour lui de réduire ce déficit de 200 milliards, c'est de casser l'économie américaine. Parce que s'il est à ce point-là et s'il a autant augmenté en 2017, c'est parce que l'économie américaine se porte extrêmement bien. Donc on n'est pas du tout dans une approche et dans des enjeux économiques. La dépendance au prix du pétrole n'a jamais été aussi faible aux États-Unis, puisque quand le pétrole est cher, bien c'est pétrole et gaz de schiste aux États-Unis qui alimentent les usines et les ménages américains. Quand le prix est faible, on s'approvisionne à l'extérieur. Donc on est price maker sur le marché de l'énergie aujourd'hui quand on est américain, et qui plus est, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et quand on veut, et c'est quand même assez nouveau pour l'économie américaine, il y a un système, vous êtes face à un système ou à une économie qui est au cœur du système de mondialisation et du système économique mondial, qui maîtrise à peu près tout et tous les canaux de transmission de la prospérité de ce système. Et je ne vais pas vous faire de détails sur encore une fois, sur le déficit commercial des États-Unis. Il y a un excellent rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur la relation bilatérale Chine-États-Unis et la dimension économique et commerciale. Et on s'aperçoit que le déficit commercial qu'entretiennent les États-Unis avec la Chine ne révèle absolument pas la nature de la relation qu'il peut y avoir entre ces deux pays, et qui est beaucoup plus à l'avantage des États-Unis qu'on ne l'imagine parfois ou qu'on veut bien nous le faire croire. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu le contexte. Quel est l'enjeu du président Trump, que ce soit dans les guerres commerciales qu'il est en train d'engager, que ce soit vis-à-vis de l'Iran? C'est bien évidemment d'anéantir des adversaires, un petit peu comme si pour maintenir l'Amérique toujours aussi grande dans un pays où les puissances occidentales sont logiquement en déclin d'un point de vue économique, le meilleur moyen c'était d'anéantir complètement les autres et pour rester dans le jeu. Et donc j'irai plus loin que ton idée de déstabilisation, Christophe. Je pense qu'on est clairement dans le cas de l'Iran dans une volonté d'anéantissement. Alors là, pas pour des raisons économiques, mais je crois qu'on en a déjà parlé et qu'on y reviendra. Alors, sur la politique des sanctions, les sanctions sont une constante dans de la politique américaine en général et vis-à-vis de l'Iran en particulier. C'est pas nouveau. L'arme économique a toujours été employée par les États-Unis dans toute leur démarche de politique étrangère. Ça a été, depuis plusieurs décennies, vu comme une alternative au conflit, c'est-à-dire soit on intervient, soit on sanctionne, et très particulièrement lors du premier mandat d'Obama, qui ne veut pas reproduire les engagements coûteux de son prédécesseur dans les opérations extérieures, et qui amplifie la politique de sanctions des États-Unis. Donc le premier mandat endurcit les sanctions, le premier mandat d'Obama endurcit les sanctions à l'encontre de tous les pays que l'on juge dangereux, et puis deuxième mandat, on les assouplit. Pourquoi je rappelle ce petit détail? Parce qu'on peut se demander si on n'est pas dans la même logique que dans le cas du président Trump. On peut légitimement se poser la question, pour donner un peu d'espoir peut-être à cette soirée d'ailleurs. Et donc, deuxième mandat, rappelez-vous, toutes les sanctions, une grande partie des sanctions, en tout cas les régimes de sanctions les plus forts contre Cuba, la Birmanie, l'Iran, sont levés aux États-Unis, avec en plus une consigne qui est donnée très clairement par l'exécutif américain de limiter
l'application des sanctions. Consigne qui est donnée à l'OFAC, l'organisme qui applique les sanctions. Les sanctions sur l'Iran, les sanctions primaires, les sanctions qui ont force de loi, donc qui sont émises par le Congrès américain, n'ont jamais été levées. Il n'a jamais été question que le Congrès les lève, et ça a été très clairement annoncé par le Congrès dès la négociation de l'accord en 2015. Et pourtant, l'OFAC a éliminé ou a supprimé de la liste des personnes sanctionnées un certain nombre d'Iraniens, pas tous, mais un certain nombre, et n'a pas réellement ou a limité l'application et les poursuites qu'elle pouvait engager par des entreprises qui violaient ces sanctions. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il faut bien distinguer, vous l'avez compris, les sanctions primaires des sanctions secondaires. Et je ne vais pas vous faire un cours sur les sanctions américaines, ce n'est pas le but, mais les sanctions primaires en force de loi, ce sont ces sanctions primaires qui ont une dimension extraterritoriale, mais une dimension extraterritoriale assez cadrée. C'est-à-dire, vous devez, pour être poursuivi, avoir des intérêts, être soit une personne américaine, soit résider aux États-Unis, soit avoir des intérêts américains. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les sanctions secondaires, c'est un petit peu open bar. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas de cadre et c'est l'exécutif américain qui, à un moment donné, décide dans quelle mesure il va les appliquer. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui présentes en Iran s'inquiètent énormément. D'ailleurs, elles n'ont jamais cessé de s'inquiéter puisqu'elles ne sont pas massivement retournées en Iran, ou en tout cas, elles ont toujours eu des réticences à retourner en Iran, malgré l'accord en juillet 2015, parce qu'elles savaient que si on réinstaurait un régime de sanctions secondaires, eh bien, elles seraient pénalisées immédiatement. Et d'ailleurs, dans les sanctions secondaires, on observe ces dernières années une véritable dérive dans l'application et les poursuites qui sont engagées sur ces sanctions. Si on regarde un petit peu, vous avez tout qui est disponible sur Internet. Les Américains sont très transparents sur ces affaires-là. Si vous regardez un petit peu les entreprises qui étaient poursuivies il y a une dizaine d'années pour violation de sanctions américaines, les Américains poursuivaient essentiellement des entreprises qui violaient des sanctions certes américaines, mais qui étaient une transposition de sanctions onusiennes. Donc finalement, c'était une façon de dire, au fond, on vous poursuit parce que votre pays s'est engagé sur ce régime de sanctions, ne vous les fait pas respecter, donc nous, on se permet de jouer un petit peu les gendarmes et de vous poursuivre par rapport à ça. À partir de 2010-2012, les Américains élargissent un petit peu le spectre, non pas à des sanctions non transposées des Nations Unies, mais à d'autres acteurs, et en particulier aux acteurs financiers. À partir de 2010-2012, ils commencent à poursuivre les banques pour violation de sanctions, et vous avez vu les déboires de certaines de nos banques, au-delà même de la BNP. Ça a été quelque peu la surprise pour les banquiers, puisqu'ils n'étaient pas habitués à tout ça. À partir de 2016, on s'aperçoit que les Américains non seulement se mettent à poursuivre pour des sanctions qui ne sont pas des transpositions de sanctions Nations Unies, mais également se permettent à poursuivre des pays qui, a priori, ils ne poursuivaient pas jusque-là. C'est l'exemple qui a été évoqué dans la presse ces dernières semaines de ZTE, l'entreprise chinoise, qui est poursuivie, qui est condamnée en 2017 à verser 100 millions de dollars d'amende pour violation des sanctions, justement, en Iran, pour s'être installée en Iran. Et vous aurez remarqué d'ailleurs jusqu'où va l'application de ces sanctions, c'est qu'on poursuit ou on condamne ZTE à verser 100 millions, somme que l'entreprise se refuse de verser. Pourquoi ? Je suis une entreprise chinoise, qu'est-ce que je paierais des amendes aux États-Unis ? Et les Américains réagissent immédiatement en bloquant, en mettant un embargo sur la fourniture d'un certain nombre de composants à cette entreprise. ZTE, c'est une entreprise, c'est la deuxième entreprise chinoise, me semble-t-il, en matière de production de téléphones portables. Et donc, ils bloquent, et qui fonctionne sous Android, ils bloquent, par exemple, l'exploitation, la possibilité pour cette entreprise d'exploiter le système Android. Donc, partant de là, des téléphones qui ne fonctionnent pas et que vous ne pouvez plus vendre. C'est assez radical. Ça a mis très rapidement l'entreprise au bord de la faillite, à tel point que M. Trump s'en est ému et a expliqué qu'aucun Chinois ne perdrait son emploi à cause des Américains. Et les Américains ont été très fâchés de voir que le président Trump était beaucoup plus prompt à défendre ZTE qu'à défendre les intérêts américains. Ça avait déclenché un certain nombre de manifestations aux États-Unis. On peut d'ailleurs imaginer que ce sera peut-être la vue de photos prises par des humanitaires sur les déboires des sanctions américaines en Iran qui pourrait faire bouger de ses positions très fermes le président américain. Mais là, je rêve peut-être un petit peu.
Donc, c'est très clairement la montée en puissance de ces sanctions ne rassure pas sur l'avenir, puisque on a d'une part un président qui s'est dit extrêmement ferme sur l'application qu'il fera de ces sanctions à toute entreprise qui viendrait à les violer, et par là même à menacer la position que les Américains ont prise sur l'Iran en sortant du JCPOA, mais également du fait de l'actualité des sanctions. Et d'ailleurs, l'OFAC est totalement muette sur le sujet, refuse de répondre aux questions sur le sujet, certainement parce qu'elle est dans un flou assez clair, assez ferme sur ces questions-là, mais également parce qu'elle ne veut pas fâcher en annonçant de très, très mauvaises nouvelles. D'ailleurs, sur la complexité et la complexification des sanctions, il y a un autre élément qui est très très intéressant. Il y a un gros document qui liste les personnes qui sont sanctionnées par les autorités américaines. Et j'ai constaté très récemment que ce document qui faisait 700 pages fin 2016 en fait aujourd'hui 1122. Donc, vous voyez, et on a enlevé un certain nombre de personnes sanctionnées ces dernières années, puisqu'il y a un certain nombre de sanctions américaines qui avaient été levées. Donc, c'est un document qui s'alimente en permanence. Et imaginez, c'est comme un annuaire, en fait. Et donc, quand vous êtes un acteur bancaire ou une entreprise américaine ou ayant des intérêts aux États-Unis, vous devez systématiquement, avant de négocier quelque affaire que ce soit avec une personne sanctionnée ou une quelconque personne, vérifier que la personne n'est pas sur cette liste des personnes désignées par l'OFAC pour être sûr que vous ne faites pas de bêtises. Et il y a beaucoup de poursuites qui sont liées à ce fait-là, parce qu'un annuaire de 1122 pages, vous imaginez, avec des homonymes, c'est très 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 compliqué que d'avoir une quelconque vision de ça. Alors, le temps avance, donc je vais un petit peu vite. Juste pour vous rappeler, il y a 3 échéances en fait dans l'application des sanctions américaines. La première, c'est le 6 août. Première échéance, le premier secteur concerné, c'est le secteur de l'automobile, d'où la réaction de Peugeot d'ailleurs ces derniers temps, plus certains métaux et la dette souveraine. La deuxième échéance, c'est novembre, avec le blocage des opérations portuaires, des flux des transferts de pétrole, de la Banque centrale, des institutions financières et du système SWIFT pour les opérations sur l'Iran, et puis une amplification, une alimentation de la liste des personnes iraniennes désignées et sanctionnées. Donc, quelles conséquences pour les entreprises? Très clairement, je vais être assez pessimiste. Je pense qu'il y a rien à faire. Je ne sais pas si on sauvera l'accord ou pas. On ne le sauvera peut-être pas. Et je rejoins Christophe sur ce sujet. Mais il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'on ne peut rien faire pour les grandes entreprises. Parce que les intérêts aux États-Unis, je vous citais tout à l'heure l'exemple de ZTE, c'est pas juste pour vous raconter une histoire, mais vous vous rendez compte combien une entreprise qui n'a quasiment rien à voir avec les États-Unis, sinon qu'elle exploite un système américain, s'est retrouvée au bord de la faillite, alors même que c'est une entreprise chinoise. Donc, vous pensez bien que des Peugeot, des Total, dans notre monde et en Europe, ont très peu de chances de s'en sortir s'ils ne respectent pas les sanctions américaines. On a peut-être plus de chances avec des petites et moyennes entreprises. Simplement, est-ce que les petites et moyennes entreprises suffiront à sauver un accord? J'en doute. L'enjeu, c'est quand même de grands projets. Et en plus, les entreprises françaises qui étaient positionnées en Iran sont des entreprises particulièrement exposées aux intérêts américains, puisque dans le secteur de l'énergie, des infrastructures et des banques, qui sont des secteurs en forte croissance aux États-Unis et où les intérêts à investir et à rester présents aux États-Unis sont extrêmement forts. Donc de ce point de vue-là, voilà ce qu'on peut conclure. Alors, quelles possibilités pour les Européens? Clairement, les Européens doivent se positionner, parce qu'on le voit sur tous les dossiers, ils vont se faire écraser s'ils ne se positionnent pas. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Les Européens envisagent 3 possibilités, mais qui présentent un certain nombre de limites et qui, de toute façon, mettent un temps fou à être mises en œuvre, si tant est qu'on arrive jusqu'à la mise en œuvre, parce qu'on n'est jamais d'accord sur rien. La première, c'est, alors ça c'est plus national, demander des exemptions pour certains secteurs d'activité ou pour certaines entreprises. Très clairement, je n'y crois pas. La façon dont l'OFAC refuse aujourd'hui de répondre à toute question laisse penser que ça va être dur, très très dur, et que les exemptions ne seront pas accordées. Donc ça, c'est un premier élément, sauf à faire, je vais dire, du chantage ou de la négociation, c'est-à-dire à
positionner sur les projets qu'ils veulent préserver en Iran des entreprises américaines, c'est-à-dire des filiales de Total, par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément. C'est probablement l'une des seules possibilités d'obtenir des exemptions, c'est de défendre finalement des intérêts américains en Iran, contre toute attente, et en espérant que ça peut fonctionner. Deuxième alternative, j'ai fini en fait. Deuxième alternative, c'est la question du règlement qui pourrait être le règlement de 2271/96 et la possibilité de le réactiver. Alors, il présente deux limites ce règlement. D'abord, c'est le principe de la double peine, puisque si vous respectez les sanctions américaines, vous pouvez être poursuivi, que vous êtes une entreprise européenne, vous pouvez être poursuivi en Europe parce que vous respectez la réglementation de notre pays. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question le règlement prévoyait qu'on vous rembourse une amende, l'amende que vous payeriez aux États-Unis. D'abord, on est dans un autre contexte qu'en 1996, c'est des amendes d'une autre. Et qui va payer ? Qui va payer ? Vous imaginez bien que les contribuables européens ne sont pas forcément super contents de payer pour un Total qui se prendrait une amende aux États-Unis. On a parlé de la Banque européenne d'investissement. Ça ne résout pas la question du contribuable, puisque de toute façon, elle est alimentée par le contribuable. Mais quelle légitimité à la Banque européenne d'investissement de payer des amendes dans d'autres pays ? Une troisième alternative, c'est créer une OFAC européenne, donc c'est-à-dire un organisme de sanctions. Vous savez que le régime des sanctions aujourd'hui est européen. Pourquoi ne pas le faire appliquer par une institution européenne ? C'est probablement une bonne idée. Ça prend du temps, à condition qu'on soit tous d'accord sur les grands principes de cette OFAC et la mise en œuvre de cette organisation en Europe. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Allez, Olivier, vas-y, sur focus plus régional, sur le Golfe. Voilà, fallait appuyer. Si on se pose la question de savoir comment les pays de la région, et notamment certains pays du Golfe, ont réagi à l'annonce le 8 mai dernier du retrait américain de l'accord, on se pose la mauvaise question, parce que ce sont eux qui l'ont préparé. Habituellement, je ne souscris pas aux explications complotistes, mais là, c'est un complot, et c'est un complot qui a réussi. Et il a été préparé d'assez longue date. En fait, les Saoudiens avaient dû approuver du bout des lèvres l'accord du 14 juillet 2015, mais ils n'en pensaient pas moins, d'ailleurs ils le disaient aussi à côté. Et Israël était évidemment vent debout contre la conclusion de cet accord, et ils n'ont pas changé d'avis après. Et pour faire court, on a assisté dans les mois qui ont suivi, et notamment tout au long de l'année 2016, à une danse à trois entre Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec très clairement Israël en pointe, mais Abu Dhabi n'était pas le dernier non plus. Les contacts ont été établis, ils ont été formalisés, et on ne peut pas parler d'alliance objective parce que cette alliance, comme on l'a dit tout à l'heure, est désormais tout à fait assumée. Et il y a quelques personnages clés, notamment l'ambassadeur des Émirats à Washington, qui est là depuis assez longtemps et qui connaît tout le monde et qui est à la manœuvre, mais évidemment Netanyahou lui-même. Et les Saoudiens sont presque à la traîne, mais ils suivent le mouvement et en tout cas, ils sont d'accord. Et donc, quand le retrait a été annoncé, c'était la culmination d'une stratégie qui avait été méticuleusement mise en place, en misant tout sur la candidature de Donald Trump, même à une époque où il n'était pas sûr qu'il l'emporterait. Bon, dès qu'il a eu la nomination des Républicains, c'était un petit peu plus vraisemblable, mais même ça n'était pas sûr. En tout cas, ils ont tout misé sur Donald Trump, et à l'arrivée, ils ont raflé toute la mise, parce qu'évidemment, toute l'équipe a été briefée, chapitrée, je ne sais pas comment dire, endoctrinée, instruite, et c'était pas difficile parce qu'en fait ils étaient très réceptifs. Et si ça vous intéresse, il y a un article qui est paru pas plus tard qu'aujourd'hui dans le New Yorker qui fait beaucoup de pages et qui donne tout ce récit dans le moindre des détails, tous les contacts, les dates. C'est absolument passionnant. Donc, ils ont eu gain de cause et maintenant, il faut passer à la suite. Le problème, c'est qu'il y a un objectif qui est évidemment partagé par les trois et quelques autres, c'est que l'Iran est la principale menace et qu'il faut s'occuper de cette menace le plus efficacement et le plus rapidement et le plus complètement possible. Les trois peuvent avoir par ailleurs des divergences de calendrier ou d'objectifs sur d'autres choses ou sur des questions secondaires, mais là-dessus, au moins, ils sont d'accord. Ça n'exclut pas d'ailleurs la manipulation des uns par les autres. Par exemple,
il a été dit, notamment par un ancien ambassadeur américain en poste en Israël, que quand le Premier ministre du Liban a été kidnappé par l'Arabie saoudite, il est aussi un sujet saoudien en plus d'être Premier ministre du Liban, c'était une façon de précipiter une crise interne au Liban qui amènerait le Hezbollah à apparaître comme la puissance dominante du Liban et donc Israël à intervenir, forçant les Américains à suivre. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que dans cette région, c'est le genre de choses qui peut arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette crise iranienne, on parle de changement de régime, on parle d'amener l'Iran à renoncer à ses ambitions régionales. Ça, ils peuvent toujours repasser parce que depuis que l'Iran est l'Iran, et on ne parle pas du régime actuel, renoncer à ses ambitions régionales, ça ne fait pas partie des objectifs iraniens. La guerre est sous-jacente, c'est-à-dire que la guerre est un élément, elle est d'emblée inscrite dans la crise. Ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, mais ça veut dire qu'elle est perçue comme une possibilité, voire souhaitable pour certains. Et on a appris il n'y a pas très longtemps de la bouche d'un ancien dirigeant du Mossad qui était en poste à l'époque des faits que en 2016, Netanyahou avait donné des ordres pour que l'aviation israélienne intervienne en Iran. Ça s'est pas fait, mais c'est pas passé très loin. Donc on n'est pas en train de parler de choses complètement abracadabrantesques. Dernièrement, il y a un peu plus d'un mois, en mars-avril, une tournée assez longue, 3 semaines, aux États-Unis du prince héritier et homme fort d'Arabie Saoudite, où il a fait beaucoup de choses, mais notamment il a eu des entretiens où il a expliqué au lobby pro-israélien sur place que bien entendu Israël avait le droit à l'existence, ce qui n'est pas révolutionnaire pour nous, mais pour un dirigeant saoudien c'est quand même un peu plus étonnant qu'il le dise publiquement ou quasi publiquement, et surtout il a expliqué que les Palestiniens n'avaient qu'à se taire, et on a appris qu'il leur a proposé comme capitale Aboudis, qui est un faubourg de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que le sommet arabe qui s'est tenu peu après, en Arabie Saoudite, sous l'égide de son père, le roi Salman, a défendu Jérusalem comme capitale, Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien, et a pris le nom de sommet Al-Quds, c'est-à-dire le nom arabe de Jérusalem. On peut penser que, évidemment, c'est artificiel, mais ça veut dire aussi que ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui est tellement évident aujourd'hui, ne passe pas si bien que ça dans les opinions, y compris l'opinion saoudienne et probablement dans une grande partie de la classe dirigeante saoudienne. Je vais faire le lien avec une sous-crise qui peut paraître picrocolline vue d'ici, mais qui est très importante pour la paix du monde. C'est la crise qui oppose l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte au Qatar. C'est pas le Qatar contre les autres pays du Golfe, comme on l'entend parfois, parce qu'en réalité, sur les 6 pays, sur les 6 monarchies du Conseil de coopération du Golfe, il y en a 3 qui sont violemment hostiles au Qatar, je les ai cités, et il y en a 2 autres qui sont dans une attitude de neutralité bienveillante, dans la mesure où ils craignent que ce qui pourrait arriver au Qatar leur arrive après de la part de l'Arabie saoudite. En tout cas, cet organisme qui a été créé en 1981, qui rassemble les 6 pétromonarchies de la péninsule arabique, est aujourd'hui dans un état de coma dépassé. Il y a eu un sommet qui s'est tenu à Koweït. Aucun chef d'État, à part celui du Qatar, n'a fait le déplacement. Ils ne sont plus d'accord sur rien, ils ne font plus rien. Et Donald Trump, qui avait réservé son premier voyage à l'étranger à l'Arabie saoudite au mois de mai de l'année dernière, et très largement, il est considéré que ce voyage a été le feu vert, en quelque sorte, de la rupture avec le Qatar qui s'est déclenchée au début du mois de juin, donc il y a tout juste un an. Donc Trump s'en était félicité, prenant fait et cause pour la position saoudienne et émirienne, a changé d'avis parce que le département d'État et le département de la Défense lui ont fait valoir que la plus grande base américaine dans la région se trouve au Qatar. On parle quand même de 10 000 personnes. Et puis maintenant que l'Iran devient l'objectif, on a besoin d'avoir des pays du Golfe qui ne sont pas divisés et qui soutiennent les opérations américaines, ou en tout cas la politique américaine. Et là, Donald Trump a pu mesurer quand même la limite de son pouvoir d'influence, parce que les réunions qu'il a voulu organiser se sont mal passées ou ne se sont pas tenues. Le prince héritier d'Abu Dhabi, dont on ne dira jamais assez qu'il est le pilote ou le copilote avec Israël de toute cette crise,
puisqu'il a entraîné l'Arabie Saoudite qui s'est laissé faire, mais il est vraiment le stratège de tout ça, eh bien, il a snobé depuis plusieurs mois la visite qu'il devait faire à la Maison-Blanche alors qu'il vient de se rendre au Kremlin. Donc ça montre aussi que dans le rapport qu'il peut y avoir entre ces acteurs, le plus puissant du moment n'est pas nécessairement celui qui vient à l'esprit immédiatement. Alors, il est vrai que l'Arabie Saoudite a entraîné dans son boycott du Qatar et dans sa politique vis-à-vis de l'Iran un certain nombre de pays clients, notamment en Afrique et dans quelques endroits du monde arabe, mais ce n'est pas allé finalement aussi loin qu'on aurait pu le penser. D'autres ont résisté. Je pense au Pakistan, par exemple, qui pourtant dépend budgétairement largement de l'Arabie Saoudite pour son équilibre et qui fait de la résistance à pas mal d'initiatives saoudiennes depuis 2 ans. Mais quand même, ils font de fortes pressions et le Maroc, qui initialement avait pris une position relativement neutre, a suivi l'Arabie Saoudite, l'Algérie également, etc. Mais j'insiste sur la difficulté qu'a ce petit groupe d'entraîner au-delà de ce groupe de pays clients. Parce que, alors là, on va parler de plus grands. La Chine et l'Inde, par exemple, refusent obstinément de se laisser entraîner là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui est un indice du nouveau rapport des forces, l'Arabie Saoudite ne le leur demande pas. On aurait pu penser que l'Inde, qui a de très bons rapports avec l'Iran, mais qui a de bons rapports maintenant avec les pays, avec les monarchies du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite, aurait été l'objet d'une telle pression. Pas du tout. De toute façon, l'Inde a besoin de l'Iran et l'Arabie Saoudite le sait. Et je terminerai en insistant sur le fait qu'il y a tout juste une semaine, nous, on avait les yeux sur le G7. Qu'est-ce que je dis, une semaine? Pas une semaine. 3 jours. Il y avait la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'invité d'honneur était le président iranien. Et on retrouvait là-bas la Russie, la Chine, l'Inde, mais aussi le Pakistan. Voilà. Donc, mais l'Arabie Saoudite, avec des pays moins puissants, utilisent des grands moyens. Par exemple, l'Allemagne est l'objet d'un boycott informel mais très réel, non seulement sur l'achat d'armes, mais plus généralement sur ses fournitures, parce qu'elle n'a pas suivi les demandes saoudiennes en ce qui concerne l'Iran. Je crois que la France est pour le moment à peu près épargnée, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je terminerai sur 2 points. C'est pas nécessairement, c'est assez fragile tout ça, parce que le grand objectif de l'Arabie Saoudite, c'est d'obtenir des investissements étrangers. C'était l'objet des tournées de Mohammed Ben Salman en Europe et aux États-Unis. Les chiffres viennent de tomber. En 2017, les investissements, c'est la CNUSED, les investissements directs étrangers se montaient à 1,4 milliard de dollars. L'année précédente, ils étaient de 7,5 et en 2012 de 12,2. Donc là, ça ne marche pas et ça pourra peut-être avoir un effet sur la réorientation ou pas de la politique saoudienne. Mais moi, je ne suis pas devin. Merci Olivier. Merci à vous 3. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Essayez de faire bref, car notre temps est évidemment et malheureusement limité. Pierre. Juste de manière très brève, un constat et 2 questions. Le constat, c'est ce qui va se passer cette nuit ou demain matin et qui est lié aux Iraniens. C'est-à-dire que je pense, de ce que je connais les Iraniens, qui vont dire il y a 2 solutions. Soit ça se passe mal et c'est très bien et on continue à procrastiner comme ça et on peut en effet négocier avec les Européens et tout le monde. Soit Trump et le camarade Kim ont une entente, même si elle est bâtarde, etc., mais affichent une entente de façade. Et la conclusion logique, c'est que pour négocier avec les Américains, il faut la bombe et les missiles. On a déjà les missiles, donc on va avoir la bombe. Donc le jour d'après, bien sûr, on reprend l'enrichissement à fond la caisse. Ça, c'était le constat. Mes 2 questions pour vous tous, c'est si ça se passe comme ça, ce qui est assez probable, quelles seront les réactions des Européens, d'après vous? Et 2e question, sur le plan économique, justement par rapport à Shanghai et à l'OCS, il y a 3 jours, entre guillemets, la grande décision, c'était de dire OK, l'Inde et le Pakistan sont accueillis à terme comme membres de l'OCS, si j'ai bien compris. Et là, ils le sont. Et la vraie décision, et c'est pour ça que Rouhani était invité, c'est, et bien sûr, l'Iran sera le prochain.
Donc la question, c'est dans cette logique-là, avec remise en place des sanctions fortes, etc., etc., est-ce que vous pensez que l'Iran peut se dire, après tout, s'il nous faut, je dis n'importe quoi, 2 ans, 18 mois ou 2 ans pour avoir la bombe, est-ce qu'on peut, pendant ces 2 ans-là et sous sanctions très fortes occidentales, survivre, entre guillemets, avec les coopérations liées à la Chine et à l'OCS? Merci. Et mon question était à peu près ça. Donc ça devient répétitif parce que si j'imagine dans position à quelqu'un qui est en charge de sécurité l'Iran, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans les régions qu'on a bien expliquées, en négociation que déjà l'Iran a abandonné son pouvoir, son projet nucléaire. Donc ça ne marchait pas. Et on voit tout effort iranien pour négociation, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un des intervenants bien expliqué l'option de guerre. En gros, moi-même, quand j'imagine comment les Iraniens pouvaient supprimer cette option de guerre pour que la négociation ça marche, ça reste une arme qui éliminait l'option de guerre. Ça, c'est une question qui a rejoint à ce que bien a été dit. Deuxième question, je vois qu'on a assumé, si le régime a changé en Iran, la politique iranienne va changer. Je ne sais pas pourquoi on imagine comme ça. Ça veut dire n'importe quel régime politique, s'il voulait gérer de sécurité de pays, il réagit comment? En sachant que chaque fois que l'Iran allait un petit peu vers la démocratie, son position, ça devient plus conflictuel, prouve le gouvernement de Mossadegh. Merci à vous. Y a-t-il tout de suite une autre question? Non. Bon, alors, on va répondre à ces 2 premières qui étaient subdivisées. Qui veut la parole? Allez, Christophe. Pierre Azou a raison. Il faut attendre de voir ce qui va se passer ce soir et dans les 15 jours qui suivent. C'est-à-dire comment... parce que je suis sûr, je n'ai pas de doute, demain, ça sera un succès dans la bouche de M. Trump. Sauf si, je sais pas, il commence à s'empoigner, à se battre, mais tout est possible. Mais je pense qu'il a décidé que ça sera un succès avant même que ça ne se tienne, donc ça sera un succès, quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, il est en train de découvrir le mot processus. La conclusion logique, et effectivement, j'ai écrit il y a quelques mois, c'est que les Iraniens vont se dire, pour être pris au sérieux par les Américains, autant avoir la bombe. Seulement, je ne pense pas que ça aura les mêmes effets. C'est que le contentieux irano-américain n'est pas le même. Même si le contentieux nord-coréen-américain est très lourd, il y a quelque chose dans la... pour moi, il y a 2 paramètres différents. C'est l'histoire irano-américaine, l'histoire d'une humiliation, de 2 humiliations. Mossadegh, 79, enfin, et l'ambassade. C'est-à-dire, vous avez 2 pays qui continuent à vivre en estimant que l'autre les a niés, a voulu leur enfoncer la tête sous l'eau. Et qu'on ne peut pas faire avec ce régime tel qu'il est. Bon, ce qui est un problème. Alors, je pense que l'Iran est capable, mais le problème, c'est que c'est renoncer au fondement même de toute la rhétorique de la République islamique. C'est-à-dire que, d'un coup, aller rencontrer les dirigeants américains, c'est pas si simple que ça. Et eux pourraient être emportés parce qu'ils ont une population qui, elle, est informée, est au courant, et assez pro-américaine en tout cas. Et en tout cas, enfin, elle est pro-américaine. Elle est extrêmement favorable à l'American Way of Life. C'est peut-être d'ailleurs dans la région le peuple le plus pro-américain. Ça, c'est une chose. L'autre raison, à mon avis, pour laquelle ça ne peut pas se passer de la même manière, c'est qu'il y a un acteur parasite qui est Israël. Qui pourrait être, par exemple, le Japon dans l'affaire coréenne. Mais le Japon n'est pas armé comme Israël, ne fonctionne pas dans sa relation avec les États-Unis comme Israël fonctionne avec les États-Unis, comme Israël fonctionne, c'est-à-dire en outrepassant parfois. Je veux dire, on sait de sources sûres que, par exemple, en 97, les Israéliens préviennent les États-Unis une fois le raid détruisant les installations de Deir ez-Zor en Syrie, une fois le raid effectué.
ils ne les préviennent pas avant. Ils disent plusieurs fois, il y a ce problème, et il va falloir le régler. Les Américains disent, attendez, attendez. Et puis en fait, ils font leur aide sans prévenir. Je veux dire, moi, c'est Elliot Abrams qui me l'a raconté. Enfin, c'est Abrams qui me l'a raconté. Et il disait lui-même, on était un peu pris de court. Donc le problème dans cette histoire, pour moi, c'est qu'il y a... quelle serait la réaction d'Israël à un enrichissement de type militaire? Je ne crois pas du tout qu'on arriverait à une négociation de type Singapour, sachant qu'en plus, les pays du Golfe poussent à attiser le problème, Abu Dhabi en tout cas. Quant aux Européens, pardon Pierre, très rapidement, je pense qu'ils vont disparaître dans l'histoire. Enfin, c'est-à-dire que non, mais c'est triste, mais déjà ils sont divisés. C'est-à-dire que les trois, non, ne le sont pas. Mais enfin, les trois, c'est deux parce qu'il y a le Brexit qui est en cours. Donc vous en avez un qui est en train de négocier sa sortie tout en essayant d'être le plus proche possible des deux autres. Mais parmi les 28, vous avez des gens qui sont extrêmement favorables à Trump ou qui ont des choses à négocier avec Trump. Je pense à la Pologne qui passe son temps à dire on veut des bases de l'OTAN avec des soldats américains chez nous. D'ailleurs, on est prêt à payer même, ce qui plaît beaucoup à Trump, ce genre d'argument. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont monter un mécanisme de sanctions visant à sanctionner les entreprises américaines. Dernière chose, c'est moi je ne crois pas à l'intérêt. Sylvie disait est-ce que les Européens peuvent mettre en avant des intérêts américains à l'intérieur de leur propre... Non, et Boeing a été renoncé complètement et l'administration américaine a dit mais partez d'ici, allez gagner de l'argent ailleurs, mais pas en Iran. Donc il y a une volonté de changer le régime iranien, alors que je ne vois pas de volonté de changer le régime nord-coréen, si jamais ce régime s'accommode d'une présence américaine. Je suis moins sûr d'un tel pragmatisme de Trump vis-à-vis de l'Iran, où on est dans autre chose, quelque chose de plus identitaire et fondamental. En tout cas, il est entouré de gens aujourd'hui pour qui on ne peut pas faire un deal avec l'Iran. Mais peut-être que je me trompe. Qui veut la parole? Alors, tout au fond là-haut. Non. D'ici. Merci. J'ai d'abord une remarque à faire à tous les participants, sauf Monsieur Boniface qui vient d'arriver. C'est en utilisant le nom du Golfe, alors que le nom historique du Golfe est persique et que ça a existé depuis 3000 ans et que je suis désolée d'entendre dans les médias français et aussi par les scientifiques, les journalistes, de toujours décapiter le nom du Golfe Persique. Alors que dans les autres pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre et comme d'autres pays européens, il est absolument utilisé le nom historique du Golfe Persique. Merci de ne pas décapiter le Golfe Persique parce que c'est un projet politique pour s'approprier par l'Arabie Est-ce que vous avez une question, madame, s'il vous plaît? Oui, justement, merci. Pouvez-vous la poser? Oui. Merci. Alors, ma question aussi, c'est par rapport à M. Ayad, qui disait que s'il y a un changement du régime, il sera militarisé, le nouveau régime. Je voudrais savoir pourquoi, d'après quels critères, parce que l'opposition iranienne est extrêmement diverse et divisée, mais je pense que la solution militaire, sauf la partie d'opposition qui est déjà achetée par les pays occidentaux, non, mais par les ennemis de l'Iran, à part ça, la population iranienne ne cherche pas à être militarisée. Mais attendez, madame, s'il vous plaît, on va peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre. On a bien compris votre question. Merci beaucoup. Alors, monsieur, ici. Merci. Bonsoir. Merci pour ces interventions.
je vais poser une question tout à fait de profane. Il me venait à l'idée que vraisemblablement, ce qui embête le plus actuellement la sanction du retrait de l'accord, c'était effectivement les Européens qui se trouvent avec en fait un petit peu le cul entre deux chaises, si je puis dire, et avec quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je me disais, est-ce que Trump va venir avec, comment dirais-je, pour le prochain, comment dirais-je, la réunion de l'OTAN, dans le même esprit d'éventuellement diviser les Européens en faisant des deals avec peut-être les Polonais et d'autres, et laissant encore le couple franco-allemand un petit peu dans l'expectative. Merci à vous. Merci. Une question à l'attention de Madame Matteli, puisqu'elle en a parlé. Est-ce qu'elle pourrait préciser sur quel fondement juridique les sanctions primaires américaines ont force de loi extraterritoriale? Que l'ONU, par exemple, adopte des sanctions internationales opposables, c'est logique, puisqu'il y a une décision collective quasi mondiale. Mais qu'un État, fût-il puissant comme les États-Unis, ait le pouvoir d'imposer sa souveraineté à l'extérieur, ça me laisse un peu pantois. Je suis juriste de formation, donc j'aurais aimé avoir la précision sur ce point. Merci. Merci, monsieur. Alors, une dernière question pour l'instant, madame, merci. tout au fond. Bonsoir. Bonsoir. Comment imaginez-vous la sortie de silence de Poutine? Merci. Moi, c'est concis. Merci. Une nouvelle vague de questions ensuite. Je vais répondre peut-être sur l'Iran, vite, rapidement, et puis après Sylvie. Oui. D'abord, c'est pour vous répondre, monsieur, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'un changement de régime, ou du moins de dirigeant, n'implique pas forcément un changement de politique étrangère. Et je pense que la politique étrangère de l'Iran, elle est très cohérente, elle a des bases historiques très longues. Madame, c'est pas du tout un souhait ni des informations secrètes que je détiens. Ce que j'observe, c'est que avec une société où, aujourd'hui, dans la société iranienne, qui sera probablement soumise à des sanctions dures qui vont affecter la population, l'appauvrir, et où, eh bien, dans les différents groupes sociaux et politiques autour du pouvoir, il me semble que les militaires, et je ne parle pas de l'armée en général, je parle des gardiens, sont le groupe le plus riche et le plus cohérent, qui a un projet politique qui est déjà à l'intérieur du pouvoir et qui a su très très bien profiter des précédentes sanctions pour accroître sa richesse. Donc il sait faire avec ce régime de sanctions, notamment par la contrebande pétrolière, etc. Donc ce groupe-là, eh bien, le plus puissant dans une société affaiblie, il y a des chances qu'il s'empare du pouvoir, surtout dans un contexte de confrontation avec l'Occident. Les militaires, en général, quand votre pays est attaqué, c'est eux qui sont en première ligne et ils seront probablement soutenus par une partie importante de la population, même si elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils défendent, mais ils défendent le pays. Voilà. Et si jamais le pays est attaqué, ils seront soutenus d'une manière ou d'une autre. Les religions, en revanche, je suis moins convaincu. Alors, moi, je ne suis pas juriste, donc je pense que vous avez déjà la réponse. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils savent pertinemment, les Américains, qu'au niveau international, l'application à des entités étrangères de leurs sanctions primaires est totalement arbitraire et très contestable. C'est quand même un peu cadré, c'est le US Nexus, c'est-à-dire l'idée de personnes américaines, d'intérêts américains, aujourd'hui de dollars. Donc il y a un certain cadre. Très clairement, il se passe quoi ? Bien, ils vont vous poursuivre, ils vont vous condamner. Si vous ne remettez pas les pieds aux États-Unis, si vous n'avez pas d'intérêt et s'ils n'ont pas de mesure de faire pression sur vous pour vous faire respecter la condamnation auquel vous avez eu droit, vous n'êtes pas menacé du tout. Sauf que dans le système économique tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est plus menacé par les États-Unis ou par, à un moment donné, un intérêt américain ? Quitte à la tribune, je vais prendre la parole. Je pensais me joindre au débat, mais pas être ici. Bonjour à tous. Sur la question sur la Russie,
Poutine est l'un des grands triomphateurs de tout ce qui se passe, et notamment du G7. Parce que Trump demande à ce qu'il soit réintroduit, et en même temps, il ne l'a toujours pas vu en sommet bilatéral depuis qu'il est au pouvoir, parce qu'il y a des blocages, etc. Et pour les Russes, voir les Occidentaux s'écarter à ce point, c'est quand même un vieux rêve qui se réalise sans que là, il n'ait absolument rien fait. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu cette stratégie de découplage des deux rives de l'Atlantique que les Soviétiques puis les Russes ont tenté de mettre en avant, qui n'a pas fonctionné. Et là, ils sont simplement spectateurs et jamais les rives de l'Atlantique ont été aussi. Alors, pour rebondir sur ce que disait Christophe, sur effectivement, il y a des pays européens, les pays baltes, la Pologne, l'Italie aussi, qui a été bien traitée par Trump. On voit bien que l'Atlantique est divisé, mais qu'il y a des alliés de Trump au sein des pays européens, mais c'est ceux qui s'éloignent de l'Europe, justement. C'est-à-dire que ce sont les clones de Trump, les plus extrémistes, les plus à droite. La vraie question, c'est est-ce que Angela Merkel, qui depuis quand même plusieurs moments donne des signaux de volonté d'indépendance, de dire l'Europe doit se prendre en main, etc., est-ce qu'elle se dit, bon, de toute façon, je vais peut-être vendre moins de voitures aux États-Unis, mais j'en vends suffisamment dans le monde. J'ai un bénéfice commercial, un surplus commercial qui est quand même plus que confortable. Et donc, est-ce qu'elle va passer de l'autre côté à un moment où il y a moins besoin que jamais de la protection américaine? On pouvait céder sur le plan commercial aux Américains quand les États-Unis garantissaient Berlin, qu'il y avait le rideau de fer. Mais là, quoi que l'on dise de la menace russe, elle n'a pas d'équivalent de ce qu'était la menace soviétique. Donc, est-ce qu'à un moment où les États-Unis, on a moins besoin des États-Unis comme protection, qu'ils peuvent mettre plus apparaître comme étant des perturbateurs et porteurs d'insécurité que de sécurité, est-ce que, même dans un noyau moindre que les 27 ou 28, bien sûr, l'Europe va se prendre en main? Et là, quand même, ce que l'on a vu au Canada, c'est que même le Japon et la Grande-Bretagne étaient quand même de l'autre côté, ce qui n'arrive jamais par rapport aux États-Unis, parce que ce qui va se passer à Singapour inquiète au plus haut point les Japonais, et que les Anglais, même en Brexit, etc., tenaient à l'accord nucléaire iranien. Et bien sûr, on peut dire que Trump, à court terme, il gagne parce que plus ou moins les gens vont quitter l'Iran, mais en même temps, l'Iran ne va pas se mettre à genoux. Mais à terme, quand même, il introduit les germes de l'affaiblissement des États-Unis, parce que les deux piliers de la domination américaine, c'était quand même le dollar comme monnaie internationale et l'OTAN comme instrument de sécurité. Les deux, et le G7 comme aussi moyen de cohésion occidentale interne avant d'affronter le reste, ces trois instruments sont en train d'être affaiblis. Pierre. Merci pour ces présentations dont je vais ressortir optimiste. Je dois dire qu'après vos présentations successives... Alors, deux ou trois remarques. D'abord, jamais un embargo n'a fait changer un régime. Jamais. Ça a puni les populations, ça a plutôt durci le régime, puisque évidemment il augmente ses moyens de contrôle de la population. Dans le cas de l'Iran, ça a même enrichi les passes d'Aran, puisqu'il contrôlait en fait les flux de trafic de contournement de l'embargo. Deuxième caractéristique, au-delà de la personnalité démoniaque de Trump, il y a quand même tout un courant néoconservateur aux États-Unis qui pousse à une politique de dureté à l'égard de l'Iran. Et alors évidemment, avec cette mayonnaise que représente MBS plus Netanyahou, on peut à peu près être certain qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui est une démarche de guerre. Si la réaction des Iraniens est effectivement ce que disait Pierre, c'est-à-dire, de toute façon, ils vont reprendre l'enrichissement de l'uranium, même si on enrichit de l'uranium, on n'a pas la bombe. Donc il y aura des étapes intermédiaires. Et en particulier, il y a une étape cruciale qu'il va falloir tester à un moment. Et ça va être le facteur déclenchant. C'est-à-dire que la question aujourd'hui pour les Européens, c'est si on va vers un scénario de guerre, quelle serait la posture des Américains? Rappelez-vous que l'invasion illégale de l'Irak avait entraîné la moitié des pays européens derrière les États-Unis. Et là, on est dans une situation où je serais curieux de savoir si les Européens vont jouer à nouveau ce jeu-là ou si au contraire, ils vont se durcir en refusant une guerre, parce que sinon, c'est la troisième mondiale. Merci Pierre. Madame là-bas, au fond. On avait une question par ici avant. Attends. Merci. J'ai l'impression que si on ne pose pas de questions, on ne peut pas intervenir. C'est ce que j'ai compris avec la dame. Merci beaucoup. Alors, très brièvement, les marchands d'armes doivent se frotter très très bien les mains parce que je vous rappelle humblement que toutes les guerres sont inutiles
La seule chose, c'est l'économie de guerre qui règne dans le monde et on est en train de continuer à créer l'économie de guerre avec des fumées partout. Et voilà, donc inutile, les Perses et les Grecs, madame, et la France et l'Allemagne ont fait la guerre récemment, mais inutile. Seulement les marchands d'armes qui continuent à s'enforcer. Voilà. Merci à vous. Madame. Alors, la question est peut-être un peu vaste, mais voilà, on a parlé d'une reprise du processus d'enrichissement, mais quelque part, l'Iran peut aussi avoir des moyens d'action beaucoup plus rapides régionalement. Et donc voilà, la question c'était tout simplement quelle stratégie pourrait avoir l'Iran vis-à-vis d'autres pays de la région, que ce soit l'Irak, la Syrie, le Liban, mais également le Yémen. Allez, Olivier, on reprendra des questions ensuite. Alors, je vais commencer par le Yémen, qui, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, n'est pas le terrain d'intervention de prédilection des Iraniens. En revanche, effectivement, ils ont des moyens extrêmement variés, des États où leur influence est grande. Je pense à l'Irak, le Hezbollah au Liban, bien entendu. Il y a des sympathisants qui peuvent se trouver localisés dans plusieurs pays du Golfe. Persique, arabo-persique, de cet ensemble. Et puis, de manière plus classique, même si leurs moyens militaires sont beaucoup moins importants que ceux qui se trouvent du côté des monarchies arabes de la péninsule arabique, là, il n'y a pas de contestation, en termes quantitatifs, qualitatifs et tout simplement monétaires, l'Iran est de toute façon un pays qui est très aguerri par 8 ans de guerre contre l'Irak et qui a l'habitude de l'adversité. C'est pas très très loin, ils ont des missiles. Et c'est quand même un sujet d'interrogation permanent pour moi et pour, j'imagine, pas mal de gens. C'est le côté un petit peu suicidaire de la politique de certains pays. Et je pense à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qui poussent à créer les conditions d'une guerre contre l'Iran. Mohammed Ben Salman a quand même dit il y a quelque temps qu'il allait porter la guerre sur le territoire iranien, alors que les Iraniens ont toujours été extrêmement clairs. La première réaction, même s'ils sont attaqués par d'autres que par les pays arabes d'en face, ce sera de taper sur l'Arabie saoudite et les petits Émirats. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucun bouclier qui peut garantir que ça n'arrivera pas. J'ajouterai une complication supplémentaire parce qu'on dit les Émirats arabes unis, mais Dubaï vit quand même du commerce avec l'Iran très largement. Alors c'est vrai qu'ils ont vécu aussi la contrebande pendant la période d'embargo qui avait précédé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une totale unanimité au sein des Émirats arabes unis pour la politique intransigeante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Iran a des moyens de rétorsion immédiats et assez dévastateurs qui doivent faire réfléchir en face. Juste pour ajouter brièvement, je pense qu'en Syrie, l'Iran vient de prendre un revers extrêmement important lorsque Israël a répliqué au tir de quelques roquettes par-dessus le Golan qui étaient, à mon avis, destinées à tester un peu le type de réponse stratégique et enfin, voir s'il y avait un changement des règles du jeu, quelles étaient les règles du jeu. Et Israël a mené des raids dévastateurs sur, disent-ils, 28 sites où étaient implantés les Iraniens en Syrie. Donc là, je pense que on est dans une stratégie d'enfouissement, c'est-à-dire on va se cacher, s'intégrer à l'armée syrienne, comme il est dit en ce moment, et intégrer ces unités à l'armée syrienne, puisque c'est pas pareil de déclencher un conflit avec la Syrie et de cibler des éléments iraniens en Syrie, ce qui est officiellement, du moins d'après le discours officiel israélien, inacceptable pour Israël. Deuxième chose, c'est en Irak, je suis très inquiet. C'est-à-dire que je pense que la victoire électorale de Moqtada al-Sadr, clair chiite, nationaliste, et plutôt hostile à l'Iran, et qui a fait toute sa campagne sur « nous ne sommes pas une province de l'Iran », est remise en cause par la contestation des résultats et maintenant l'incendie d'un entrepôt de bulletins.
Je suis très inquiet sur la tournure que prennent les choses et ça ne m'étonnerait pas que ça fasse partie d'une sorte de stratégie de tentative de mise en cause, déstabilisation de la victoire de Moqtada al-Sadr pour réintroduire des acteurs plus favorables à Téhéran au moment où l'Iran veut bétonner les pays. C'est le cordon autour de lui dont l'Irak est le plus important, enfin en tout cas le plus massif, le plus important. Je veux dire, la Syrie, c'est la cerise sur le gâteau, c'était pas attendu en 2011. Il y a deux piliers, c'est l'Irak et le Hezbollah libanais, à la présence iranienne dans la région. Après, si la Syrie, on peut faire des progrès, tant mieux, mais ça va prendre des années après le coup reçu il y a 1 mois et demi et auquel je pense que l'Iran ne s'attendait pas. On va reprendre 2 dernières questions. Alors, monsieur là-bas qui est assis, et monsieur. Je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a dit Pascal Boniface, qui m'a beaucoup plu sur le fait que le commerce international se décale et la montée en puissance de l'Asie, etc. Donc, ce que vous avez dit au début, monsieur Ayad, vous avez balayé d'un revers de main le fait que l'accord puisse être sauvé par les Européens avec la Chine et la Russie. Je pense que ce qu'a dit Pascal Boniface contredit ça parce que, à mon avis, dans un scénario optimiste, justement, on pourrait très bien imaginer que cet accord soit sauvé par la Chine et la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? Oui, merci. Je voulais revenir à l'énoncé et revenir un peu sur l'Europe qui a son importance dans le jeu actuel, le jeu entre guillemets. Les relations aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe sont basées beaucoup sur la finance et l'économie. Et dans tout ce grand jeu, l'Europe a énormément perdu ce qui faisait sa force, c'est-à-dire le politique. Et je crois qu'on est toujours, un État est toujours fort grâce à la faiblesse des autres. Et que l'Europe aujourd'hui court un risque de plus en plus grand quand on voit que Trump vient de financer des recherches supplémentaires sur les armes nucléaires de théâtre. L'Ukraine, un conflit en Ukraine peut se profiler et c'est l'Europe qui va morfler en premier. Ne pensez-vous pas que justement les Européens, les populations européennes, malgré la chape de plomb, et je suis désolé que le monde en fasse partie, qui écrase le libre pensée des Européens vis-à-vis des États-Unis, ne pensez-vous pas que les populations européennes finiront par se reprendre et donner une réponse politique aux Américains? Ultime et dernière question. Canel, vas-y. Ici, là, voilà. Hop. Formidable. Merci Didier, avantage de stagiaire. Déjà, bonsoir mesdames et messieurs. J'avais une petite question rapide qui rebondit un peu sur ce que vous avez dit, Pascal. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, en cassant leur méthode de domination, c'est-à-dire du coup, comme vous avez dit, un moyen d'organisation interne avec le G7, l'allié, enfin pas l'allié, la coopération et la validation des Européens, ainsi que ainsi que le fait d'avoir un certain climat favorable. Un certain climat favorable en fait à la présence américaine, donc notamment voilà, c'est ce qui n'est pas vraiment le cas avec les sanctions. Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent sur le temps long rester numéro 1 en fait? Est-ce que vous pensez que ils sont pas en train de casser leur propre jouet et que quelqu'un, une autre puissance, pourra prendre la brèche, s'infiltrer dedans et prendre leur position? Bien, je vais vous laisser la parole à chacun pour faire une réponse et une conclusion. Déjà, il était admis avant que Trump arrive au pouvoir que la Chine devrait être la première puissance du XXIe siècle. Trump sert simplement d'accélérateur à ce processus parce qu'il affaiblit sur le long terme. Et ça me permet de faire une liaison avec la question qui a été posée par monsieur. Je ne pense pas être en contradiction avec Christophe sur ce point. C'est la différence entre le temps long et le temps court.
Sur le temps court, si les États-Unis sortent de l'accord, celui-ci, et surtout qu'il pose comme condition que tous les pays quittent l'Iran, effectivement, l'accord a plus que du plomb dans l'aile parce que plus personne n'a intérêt à le respecter, et surtout l'Iran qui peut effectivement se diriger de nouveau vers l'enrichissement parce que assister au délabrement de tout sans rien faire n'est simplement pas possible. Il faut bien qu'ils réagissent. Mais donc sur le temps court, Trump va plutôt triompher, comme sur le temps court, il peut triompher demain à Singapour, et on verra après ce qui va se passer. Mais sur le temps long, il fait le jeu de ses rivaux. En maltraitant ses alliés, pour lui, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des vassaux. Donc les gens n'acceptent plus cela très longtemps. Et donc, même si j'ai parlé tout à l'heure d'une culture de la dépendance des Européens qui sont dépendants sécuritairement et qui ne sortent pas de cela, au fur et à mesure, ils vont s'en détacher et finalement faire autre chose. Mais ça, c'est sur le temps long. Donc, sur le temps long, Trump contribue à affaiblir le relatif perte de suprématie des États-Unis. Et on va s'en rendre compte, parce que c'est des effets structurels qui n'agissent pas immédiatement. On s'en rendra compte d'ici quelques années. Mais effectivement, la Russie et la Chine, on peut dire que les rivaux potentiels des États-Unis sur la scène internationale sont tout à fait les gagnants. Et pour la Russie ou la Chine, que le deal iranien tombe, c'est dommage, mais ils ne se sont pas autant investis que les Européens s'y sont investis, et ça ne présente pas le même drame de rupture avec Washington que ça représente pour les Européens. Le fait d'être en désaccord avec Washington, c'est une longue tradition, alors que jusqu'ici, ce deal était quand même un deal mené par les Européens auquel les Américains s'étaient ralliés. Donc c'est quand même tout à fait différent pour nous, Européens. Peut-être en 2 mots, il n'est pas exclu qu'il soit convaincu que c'est le meilleur moyen d'enrayer le déclin américain en réalité. D'un point de vue économique, c'est très discutable, c'est très contestable, et je serais plutôt sur la position de Pascal, mais très clairement, je pense qu'on peut avoir cette vision-là des choses quand on est aux États-Unis, à Washington, et qu'on ne regarde que les États-Unis et la façon dont les États-Unis sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, on se dit, au fond, si on continue comme on l'a fait ces dernières décennies, on va perdre notre place de première puissance mondiale, économique et autres. Donc peut-être faut-il avoir une autre politique. Et l'application des sanctions, les poursuites, ils ont aujourd'hui, avec tous ces instruments d'extraterritorialité, je résume rapidement un concept qui est un peu vague, ils ont clairement les moyens de faire faillite à n'importe quelle entreprise dans le monde. Ils l'ont prouvé très récemment avec cette TE. Et peut-être que c'est quelque chose qui les convainc qu'ils sont sur la bonne voie et que c'est le seul moyen pour eux de préserver leur première place mondiale. Ce sont des hypothèses, bien évidemment. Bon, alors, c'est dommage, monsieur, que vous ne lisiez pas vraiment Le Monde, où il y a à peu près 3 fois par semaine des éditoriaux anti-Trump, mais ça n'a pas l'air d'imprimer. C'est pas grave. Je pense que, hélas, Trump utilise cette affaire, tout comme ce qu'il est en train de faire au G7, comme un moyen, effectivement, de son point de vue, restaurer une puissance qui ne soit pas liée par aucun engagement. Après, est-ce qu'à long terme, oui, c'est pas bien d'affaiblir l'OTAN, mais finalement, l'OTAN, c'est 90% les États-Unis et 10% les autres. Je vous rappelle que la fameuse menace russe, c'est 1,2 fois le budget militaire français. Et comparer le budget militaire français, ou même chinois, par rapport au budget militaire américain, ce n'est même pas qu'une histoire de budget. Si vous comparez le budget militaire chinois, alors vous dites, avec la pente, etc., dans 20 ans, ils les ont rattrapés. Mais entre une armée qui est en guerre depuis 15 ans, 20 ans, qui passe son temps à expérimenter ses matériels et ses hommes, et un pays qui, pour l'instant, n'est quasiment jamais intervenu nulle part, il y a une énorme différence. Une armée qui ne sert pas, on ne sait pas à quoi elle sert, on ne sait pas ce dont elle est capable. Donc, c'est terrible, mais oui, Trump se dit, restaurons un monde où c'est chacun pour soi, j'ai la plus grosse armée, la plus grosse économie, et oui, je suis désolé, mais c'est où les sources de croissance, d'avenir ? La Californie, à elle seule, c'est la 5e puissance économique mondiale.
Donc voilà, et j'ai un pays la taille d'un continent qui en plus a des ressources naturelles qui font que le pétrole, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux dicter les prix en tout cas sur le marché. Donc j'ai peur que dans ce monde-là, de confrontation des puissances, d'égoïsme et d'intérêt national, où on revient un peu à une sorte de situation très 19e, quoi. Eh bien, ceux qui font les frais de tout ça sont des puissances basées sur le droit et le soft power, c'est-à-dire l'Europe. Parce qu'elles s'appliquent les règles de droit qui, par exemple, en termes de commerce et d'économie, ne sont pas forcément respectées même par la Chine. Je veux dire, la Chine et l'OMC, c'est un poème quand même. Qui, en termes de hard power, ont énormément de mal à mettre de côté de l'argent. Et pour faire quoi ? Parce que intervenir en Afrique, mais alors la France le veut, mais les autres non. Garder nos frontières, oui, mais à quel prix ? Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'histoire du bateau. Du bateau de l'Aquarius. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, c'est l'Europe, ça existe. Bon. Pour reprendre le questionnement de la conférence, je pense que la clé est à Téhéran. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de savoir la dose de stoïcisme dont les dirigeants iraniens seront capables de faire preuve pour ne pas tomber dans les provocations auxquelles ils sont confrontés et qui serviront, s'ils tombent dedans, de prétexte au déclenchement des opérations qui sont en train de se préparer en Israël, aux États-Unis et dans quelques autres pays. Bien, ce sera le mot de la fin. Pardonnez-nous de cette tonalité un peu pessimiste, mais c'est la situation qui le veut. Merci à tous.